Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'école normale, même si vous êtes déjà, vous venez pas d'arriver. Alors, comme l'a dit Anya, effectivement, je suis prof de philo. Donc, une matière que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez découvrir bientôt. Et il se trouve que, comme Agathe l'a dit, ma spécialité, c'est la philosophie antique, c'est-à-dire la philosophie de Platon, Aristote, Socrate, tous ces gens-là. Et donc, comme le thème qu'on m'a assigné, c'est le thème de la mémoire, j'avais envie de vous parler en fait de la mémoire, disons de certains aspects de ce que c'est que la mémoire, chez deux philosophes que j'aime beaucoup, Platon d'un côté et puis Épicure de l'autre. Alors je vais vous expliquer qui c'est, etc., etc. On verra quelques textes. Alors, Agathe me fait un gros compliment en disant que j'ai l'habitude de parler à des lycéens. C'est pas exact. Je n'ai pas vraiment l'habitude de parler à des lycéens. Je vais essayer de faire simple. Il y aura peut-être des moments où ça sera un peu plus compliqué, parce que c'est des textes compliqués. Donc il faudra un petit peu s'accrocher, mais il y a tout un moment de discussion après où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Évidemment, voilà, je pourrais simplifier, expliquer tout ce que vous voulez savoir. OK ? Alors justement, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je vous montre un petit texte qu'on va lire, que je commence par lire. Un texte pas très difficile, mais important, de saint Augustin. Mon enfance, laquelle n'est plus, est dans le temps passé, qui n'est plus aussi. Mais lorsque je m'en souviens et que j'en raconte quelque chose, c'est sans doute dans le temps présent que je considère son image, parce qu'elle est encore dans ma mémoire. OK ? Alors, qu'est-ce qu'il dit saint Augustin là ? En fait, il analyse deux caractéristiques évidentes de la mémoire en tant que faculté humaine. D'abord, la mémoire n'est pas le passé. La mémoire, c'est pour nous le présent du passé. C'est ce qui permet au passé d'être présent. Hein, c'est la première chose. Et deuxièmement, il distingue dans cette phrase d'un côté la chose ou l'événement qui constitue ce qu'on se rappelle, ce qu'on appelle le référent du souvenir, et de l'autre, l'image ou le signe qu'il y a dans ma mémoire et qui renvoie à cette chose qu'est l'événement passé. D'accord ? Donc vous voyez tout de suite, c'est déjà un phénomène complexe, la mémoire. Si on le décrit comme ça très simplement, on voit déjà quelque chose qui se passe. Donc il y a deux différences qu'on peut voir. Il y a une différence entre le passé, objectif, l'événement passé, et puis le présent, subjectif, mon présent, du passé dans ma mémoire, premièrement. Et deuxièmement, il y a une différence entre la chose, l'événement, ce qui s'est passé avant, et puis sa présentation, le fait que ça soit dans ma mémoire un signe, que ça existe dans mon cerveau. Et bien, ces deux différences, c'est ça que je trouve intéressant, elles ouvrent un espace, si vous voulez, dans lequel la mémoire, en fait, est autre chose qu'un truc purement passif. La mémoire, ce n'est pas juste, je me souviens, puis la chose m'arrive. Hein. C'est quelque chose, en fait, de plus qu'un simple souvenir, ou qu'un simple pouvoir de présenter le passé. C'est quelque chose qu'on peut exercer. D'accord ? Donc, c'est une faculté active, hein, la mémoire. Et c'est cette dimension particulière de la mémoire que je veux explorer avec vous dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui. Et donc à partir de deux analyses, deux philosophes qui se sont intéressés à ça, Platon et Épicure, les voilà. Alors je dis deux mots du choix de ces philosophes. Hein. Pourquoi j'ai choisi ces deux philosophes-là ? Pas simplement parce que je les aime bien, même si c'est quand même aussi une raison. Ils sont intéressants, en fait, à comparer du point de vue de leur conception de la mémoire. Parce qu'en fait, ils font de la mémoire deux usages complètement différents. Hein, c'est pour ça que je les ai choisis, hein, parce que c'est intéressant à comparer. Et ces deux usages de la mémoire sont différents parce qu'en fait, ils correspondent à deux manières qu'ils ont, chacun, de comprendre comment on connaît, comment on peut connaître quelque chose. Alors, je vais prendre quelques étiquettes juste pour que vous compreniez un petit peu. Je vais justifier ce que j'ai écrit un peu à côté pour que vous sachiez pourquoi ils sont tellement différents, ces deux philosophes. Platon, c'est un philosophe idéaliste et inéiste. Alors vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, idéaliste et inéiste, en fait, ça veut dire une chose très simple que je vous explique. Ça veut dire que Platon pense que les objets du savoir, les objets de la science, si vous voulez, ce qu'on connaît, ça s'appelle des idées. D'accord ? C'est presque lui qui a inventé le mot, même le mot idée, en fait, ou dans le sens philosophique du terme. Et que la connaissance de ces idées, pense Platon, elle ne dépend pas de l'expérience que vous faites avec vos sens. C'est-à-dire, vous pouvez percevoir le monde, vous pouvez dire il fait froid, il fait chaud, il fait gris, c'est blanc, c'est rouge, etc., etc. Ça, c'est des informations que vous avez sur le monde, mais en fait, la véritable connaissance, elle ne dépend pas de ça. Hein. C'est ça un philosophe idéaliste, disons, pour le faire simple.
Parce que Platon pense que cette expérience qu'on fait du monde avec nos sens, elle est toujours un peu fausse. Hein, parce que le blanc, il n'est jamais blanc, le rouge, il n'est jamais rouge, l'aigu n'est jamais vraiment aigu, etc. Voilà. Donc, ça, c'est Platon, et je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire inéisme. Mais disons, c'est ça, l'idéalisme. En face, vous avez Épicure. Épicure, lui, c'est un philosophe atomiste et empiriste. Alors, beaucoup de mots en isme, ça, c'est la caractéristique de la philo. Je vais vous expliquer atomiste plus tard, mais je vais vous expliquer empiriste maintenant. Mais pourquoi atomiste? Parce que Épicure pense que tout ce qui existe est fait d'atomes et de vide. En un certain sens, il a raison. On pense la même chose. Et il pense aussi que tout ce que nous connaissons provient de nos sensations. Oui, c'est complètement différent de Platon. Lui, il pense, Épicure, en fait, que tout ce que je le connais parce que j'en ai fait une expérience sensible. Et que cette expérience sensible, elle est toujours vraie. Donc tout ce que je perçois, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que je perçois dépend du choc des atomes sur mes organes. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir d'erreur, parce que, de fait, ça se touche. C'est ça l'argument, si vous voulez, in fine. Donc vous voyez que ce n'est pas étonnant que la conception de l'un et de l'autre, que l'un et l'autre se font de la mémoire, soit quand même très différent, étant donné la différence de pensée qu'ils ont sur des problèmes essentiels. Alors ils se retrouvent quand même sur certains points, c'est ça qui m'intéresse aussi, notamment le plus important, à savoir que la mémoire est avant tout quelque chose que nous devons exercer, sur lequel on va faire un travail. C'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors le plan de l'exposé, c'est qu'on annonce toujours son plan. Voilà, il va vous faire peur un peu, c'est fait exprès. On va commencer avec Platon, on va lire ensemble un petit passage d'un dialogue qui s'appelle le Ménon, et on va faire ensemble un petit exercice de géométrie avec Socrate. Alors je vous rassure, c'est des maths niveau 3e, donc normalement il n'y a pas de problème. Non, mais ça sera des maths très simples, rassurez-vous, vraiment simples. Et même beaucoup plus simples que vous l'imaginez. Et puis après, on en viendra à Épicure. OK? Alors on va commencer avec le premier point. Donc réminiscence et désir de savoir chez Platon. Alors, ce qui intéresse Platon dans le phénomène de la mémoire, c'est pas seulement ce que nous on entend par mémoire, à savoir je me souviens d'un truc qui s'est passé avant. Bien sûr, Platon parle aussi de ça, il sait que ça existe, enfin, évidemment. Ce qui intéresse Platon, lui, c'est ce qu'il appelle l'anamnésis. Bon, un mot grec, on pourrait traduire ou décalquer par anamnèse, et qu'on traduit souvent en français par réminiscence. Pour distinguer un peu justement de la mémoire. Moi, je vais vous parler de ça, la réminiscence, le fait de se remémorer. Okay, et cette réminiscence, ce n'est pas simplement la mémoire, c'est ça qui m'intéresse. C'est une sorte, si vous voulez, de super-mémoire, qui correspond en fait à la capacité de se ressouvenir de notre existence avant que notre âme s'incarne dans un corps. Alors oui, ça vous semble hyper bizarre, vous pensez que c'est de la science-fiction, mais de fait, l'idée de la réminiscence, c'est que c'est une puissance de la mémoire qui me permet de me rappeler de ce que percevait, ce que comprenait mon âme avant qu'elle rentre dans mon corps. Je vais vous expliquer un peu tout ça, ce que ça veut dire après. Alors, avant de rentrer là-dedans, je vais quand même expliquer un peu ce que c'est que la réminiscence, avant qu'on rentre dans le Ménon. D'abord, c'est quoi la réminiscence? La réminiscence, c'est une des idées les plus célèbres de Platon. Si vous pensez à Platon, à un certain nombre de thèses que ce grand philosophe, qui est un peu le père de la philosophie, a produites, une de celles-ci, c'est de dire effectivement que quand on apprend quelque chose, un théorème de mathématiques par exemple, mais n'importe quoi d'autre, en fait, on s'en ressouvient, même si c'est la première fois qu'on y est confronté. C'est un peu étrange. La thèse, elle signifie donc que notre âme, que vous préférez par notre esprit, mais peu importe, disons notre âme, parce que c'est un mot pratique, a déjà rencontré ce théorème, parce qu'avant de rentrer dans un corps, elle a déjà vu ce que c'est qu'un carré, elle a déjà vu ce que c'est que des nombres, elle a déjà vu ce que c'est que des triangles, etc., bref, les formes géométriques, et qu'elle peut l'apprendre, et que l'homme peut l'apprendre en classe de mathématiques, parce que l'âme s'en ressouvient. Alors ça vous paraît extrêmement étrange, et vous avez raison d'être étonné, mais il faut que vous compreniez la conséquence tout de suite de la thèse. Ça veut dire, littéralement, et je le dis devant vos professeurs qui sont là aussi, ça veut dire que vos professeurs ne vous apprennent rien. C'est vrai, c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire aussi, parce que moi aussi je suis prof, que je n'apprends d'ailleurs rien moi-même à mes étudiants. D'accord? C'est ça la puissance de la thèse. Tout ce qu'on fait, tout ce que vous faites en cours, quand vous suivez des cours de maths, de latin, de grec, d'histoire, etc., c'est ce que font les profs, c'est vous aider à vous ressouvenir.
La pédagogie, selon Platon, c'est ça. C'est assez important que vous compreniez vraiment à quel point c'est une idée forte, en fait. Et donc, apprendre, c'est se ressouvenir. Hein, voilà. Alors, très bien. Juste un petit mot quand même, pour être un peu précis. Où est-ce que Platon parle de cette chose qu'on appelle la réminiscence? Il la parle dans trois textes. Le Ménon, dont on va parler, le Phédon et le Phèdre. Et c'est dans le Phèdre, en fait, où il raconte toute cette histoire de l'âme qui, avant de s'incarner dans un corps, a vu toutes les réalités. Et une fois qu'elle rentre dans le corps, à la naissance, en fait, elle peut, par un travail, se ressouvenir de ce qu'elle a vu auparavant. D'accord? Donc, je vais vous en reparler un peu de cette histoire-là, mais je vous donne juste les références pour que vous sachiez. Alors, on va parler du Ménon. Donc, pourquoi j'ai choisi le Ménon? Il y a deux raisons. D'abord, c'est le passage le plus détaillé, le plus long, le plus précis sur la réminiscence. Deuxièmement, c'est aussi un passage hyper important parce que non seulement Platon explique ce que c'est que la réminiscence, mais il le vérifie. Il fait une expérience avec un petit garçon qui est là pour prouver à Ménon, avec qui Socrate parle, pour prouver que ça marche la réminiscence. Et ce que je voudrais faire avec vous, en fait, c'est faire l'expérience ensemble. Et c'est là où il y aura un tout petit peu de mathématiques et pas grand-chose. Alors, on va commencer par planter le décor. Et je vous explique comment ça marche, cet épisode de la réminiscence. L'épisode de la réminiscence, en fait, il naît. Donc, le début du Ménon, c'est un gars qui s'appelle Ménon, qui pense qu'il connaît plein de trucs, et qui pense qu'il sait tout sur la vertu. Il sait, voilà, il a appris plein de définitions que lui ont appris ses maîtres, et il est très, très fier de son savoir. Il rencontre Socrate. Socrate, c'est un peu le héros de Platon. Et il rencontre Socrate, et Socrate lui dit « Ah oui, tu crois que tu sais ?» Puis il lui pose des questions, et en fait, il se rend compte que Ménon, c'est rien. Et ça énerve Ménon. Et effectivement, vous verrez quand vous ferez la philo, quand vous lirez les dialogues de Platon, c'est toujours le même principe, c'est Socrate rencontre un gars qui croit qu'il sait, et une fois qu'il a parlé à Socrate, le gars, il ne sait plus rien. Voilà. Et c'est ça le schéma, si vous voulez, un peu, et on va y revenir ici. Donc c'est ce qui arrive à Ménon. Et Ménon, il n'est pas content, parce que lui, il pense qu'il sait plein de trucs, et il se rend compte en fait qu'avec Socrate, il se trouve plus rien savoir. Donc il est un peu énervé, et pour répondre à ça, il fait une sorte d'objection à Socrate pour lui dire « Non mais attends ». Et cette objection, c'est celle qui est sur l'écran. Je la lis. Hein, ou plutôt, vous pouvez la lire, et je vais la gloser en fait, pour l'expliquer encore plus simple. Donc ça, c'est la réponse de Ménon. Hein, de quelle façon chercheras-tu Socrate ce dont tu ne sais absolument pas ce que c'est? Quelle chose parmi celles que tu ne sais pas placeras-tu devant toi pour la rechercher? Et si d'aventure tu tombais vraiment sur elle, comment sauras-tu que c'est cela même que tu ne savais pas? Hein, okay. Donc là, il n'est pas content, il me dit, mais en fait, tu me demandes ce que c'est que la vertu, mais en fait, on ne peut rien savoir. Et je te le prouve. Voilà le paradoxe. Okay. Autrement dit, toute recherche est impossible, selon Ménon, parce qu'on ne peut pas chercher ce que l'on ne connaît pas, on ne peut même pas commencer. Et puis, même si on le trouvait, de toute façon, on ne pourrait pas le reconnaître, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. D'accord? Alors Socrate, et c'est ça qui est hyper intéressant, va reformuler ce que dit Ménon. Simplement, il ne va pas le reformuler en disant exactement la même chose. Et ça, je voudrais vous montrer un peu comment Socrate va reprendre le paradoxe de Ménon et le formuler autrement. En fait, voilà ce que dit Socrate. Je comprends ce que tu dis, Ménon, mais vois-tu comme il est héristique cet argument que tu débites, peu importe ça, selon laquelle il n'est donc pas possible à un homme de chercher ni ce qu'il connaît, ni ce qu'il ne connaît pas, car il ne pourrait chercher ni ce qu'il connaît, en effet il le connaît, et n'a donc en rien besoin d'une recherche, ni ce qu'il ne connaît pas, car il ne saurait pas quoi chercher. Là où je dis que c'est hyper intéressant la reformulation, c'est que Socrate, en fait, ne dit pas du tout la même chose que Ménon. Quand il reformule le problème, il le reformule sous la forme qu'on appelle en logique un dilemme. Un dilemme, qu'est-ce que c'est? C'est de dire A, et on montre qu'il y a une conséquence, ou non A, c'est-à-dire le contraire de A, et on montre que c'est la même conséquence. D'accord? C'est ça un dilemme. Et c'est exactement ce que fait Socrate. On ne peut pas chercher ce qu'on connaît, et on ne peut pas chercher ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on connaît, on ne peut pas l'identifier pour le chercher. Pardon, ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas l'identifier pour le chercher. Et ce qu'on connaît, ben, on n'a pas besoin de le chercher, puisqu'on le connaît. Voilà. Donc en fait, on ne cherche jamais. Alors, je dis que la reformulation de Socrate est vachement intéressante parce qu'en fait, elle introduit dans le débat entre Socrate et Ménon une option qui n'est pas dans ce que dit Ménon. Est-ce que vous la voyez? Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux? Il y a un truc que dit Socrate que Ménon ne dit pas. Et donc, en fait, Socrate amène. Ce qu'apporte Socrate, en fait, dans le débat, c'est que Ménon n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas chercher ce qu'on connaissait. C'est Socrate qui invente ça. Hein. Alors, vous gardez vos questions, on en parle après, parce que pour des raisons de montage, on m'a dit que c'était mieux de prendre les questions après. Mais s'il vous plaît, gardez-la bien et je répondrai à toutes les questions après. Ça vous va?
Donc voilà, ça c'est quelque chose que Socrate introduit dans le débat. Alors, c'est intéressant parce que, on va y revenir, c'est là où il y a la solution. Si apprendre, c'est se remémorer, alors tout ce que j'apprends en le cherchant, en un sens, je le sais déjà. Donc, de fait, Socrate a introduit dans la reformulation la solution du problème. Et c'est cette solution qu'il va développer. Alors, Ménon, évidemment, ne perçoit pas cette subtilité, et il demande à Socrate pourquoi il trouve que son paradoxe n'est pas un bon paradoxe. Et Socrate lui répond avec une petite histoire, que je vous lis, hein, qui est intéressante, parce que l'âme, donc, est immortelle, et c'est là, on a parlé de l'âme, justement, et de l'existence de l'âme avant le corps, et parce qu'elle est née de nombreuses fois et a vu tant les choses d'ici-bas que celles de l'Hadès, donc toutes les réalités, il n'est pas possible qu'elle n'ait rien appris. Aussi, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'au sujet de la vertu ou d'autres choses, celle-ci soit à même de se ressouvenir de ces choses que précisément elle connaissait auparavant. Parce qu'en effet, toutes les parties de la nature, sans aucune exception, sont apparentées, et parce que l'âme a appris toutes choses, rien n'empêche qu'en se ressouvenant d'une chose seulement, ce que les hommes appellent apprentissage, hein, elle les retrouve elle-même toutes les autres, à la condition qu'elle soit courageuse et tenace dans la recherche. Car chercher et se ressouvenir ne sont au total qu'une réminiscence. Hein. Il ne faut donc pas se laisser convaincre par cet argument, dit Socrate, parce qu'il va nous rendre paresseux. Si on croit qu'on ne peut pas chercher, ben, finalement on ne va jamais chercher et on ne va jamais penser. Hein. Il vaut mieux croire au contraire que l'âme a tout vu et qu'en fait en apprenant on se ressouvient. Bon. Alors là, il faut faire un petit pas et faire un tout petit peu de ce qu'en philosophie on appelle de la métaphysique. Hein, alors je vais vous faire un tout petit peu de métaphysique, comme ça vous serez prêts pour la terminale, pour que vous compreniez comment pense Platon. Hein. Pour vous le dire simplement, Platon pense que l'homme, avec son corps, avec ses sensations, avec ses désirs, l'homme dans un corps, avec un corps si vous voulez, est exilé. C'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel on est ici, on est en fait exilé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que nous sommes avant tout, c'est notre âme. Okay, ce que nous sommes vraiment, individuellement, réellement. Hein. C'est-à-dire cette partie immatérielle en nous qui vit dans et avec un corps. Hein. Et notre corps, on a chacun un corps qu'on appelle un corps propre en philosophie. Mais ça veut dire que cette idée de l'âme veut dire qu'en réalité, il y a en nous deux mémoires. La mémoire des événements de notre vie incarnés dans un corps, c'est quand je me rappelle ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé il y a un an, ce qui s'est passé il y a 10 ans. Hein. Et puis la mémoire, une mémoire dont Platon veut montrer l'importance ici, qui est celle de l'âme qui renvoie à un état avant l'incarnation dans un corps. Hein. Donc, quand l'âme était justement sans corps. Hein. Alors, encore une fois, vous allez penser que c'est quand même une idée extrêmement bizarre, hein, que cette histoire d'incarnation de l'âme, etc. Bon. Mais je vous fais remarquer tout de suite trois choses. D'abord, cette idée a une conséquence intéressante, en ce qu'elle justifie le fait que n'importe quel individu a en lui les moyens d'apprendre, puisque ça concerne toutes les âmes. Toutes les âmes ont cette expérience. Il n'y a pas des âmes qui pourraient apprendre et d'autres qui ne pourraient pas apprendre. Tout le monde peut apprendre. Après, il y a des obstacles dans la vie incarnée, mais en tout cas, tout le monde en droit peut apprendre. Première chose. Deuxième chose, cette histoire d'existence prénatale de l'âme explique que la connaissance soit possible. On peut connaître, en fait. On peut connaître, pourquoi? La réponse est parce que en fait, la connaissance est toujours déjà là. En fait, on connaît déjà toujours. Puisque, au fond, la connaissance est, entre guillemets, en nous, puisque l'âme, là, a eu contact avec la connaissance. Évidemment, les sophistes ou ces gens qu'on appelle les sceptiques, qui disent qu'on ne peut rien connaître, disent le contraire. Mais ça, c'est une réponse qu'on peut leur faire. Vous dites qu'on ne peut rien connaître, mais en fait, si, on connaît déjà tout. Le tout, c'est d'avoir le courage de chercher. Et puis enfin, troisième chose que je vais vous faire remarquer, si on dit « tout ça, c'est un peu du mythe, Platon nous dit voilà, l'existence prénatale de l'âme pour expliquer la connaissance, très bien », en fait, il faut voir aussi que l'idée concurrente, qui consiste à dire que l'âme humaine ou l'esprit humain naît des sensations qu'on a dans notre vie, elle n'est pas facile non plus. Ce n'est pas évident, philosophiquement, d'expliquer qu'on puisse connaître quand vous imaginez que en fait, vous êtes une sorte de table rase et qu'au début de votre vie dans un corps, vous avez des expériences et qu'avec ces expériences, vous finissez par apprendre à connaître et à avoir des concepts. Ce n'est pas aussi facile, dans cette vision empiriste, cette fois-ci, de justifier la connaissance non plus. Donc c'est une autre voie, et c'est la voie que je décrivais tout à l'heure comme inéiste, d'accord, à la différence de la voie empiriste. Alors, bon, mais non, il est peut-être comme vous, hein, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pipeau il demande une preuve. Il dit, très bien, montre-moi que ça marche.
Tu me parles de réminiscence, ça me dit prouve-le. Hein. Et ben, cette preuve, c'est justement ce que Socrate va lui produire avec quelques figures géométriques qu'il va tracer sur le sable avec un bâton. Alors, on y va. On va faire la vérification nous-mêmes. L'épisode géométrique du Ménon, hein, qu'on va regarder maintenant, en fait, il a 3 grandes parties, si vous voulez. Je vous explique très simplement. Premièrement, d'abord, Socrate se dit, donc ils prennent un petit garçon qui est là, qui est avec Ménon, un petit garçon qui est en fait un petit esclave, c'est-à-dire qu'il n'a aucune culture mathématique, aucune formation, voilà, il sait même pas lire et écrire, il sait reconnaître des formes géométriques et il parle grec. Voilà, c'est tout ce qu'il sait. Et donc il dit, voilà, on va utiliser ce petit garçon et on va vérifier la réminiscence. Donc première étape, on vérifie que le petit garçon sait ce que c'est qu'un carré, il sait ce que c'est qu'un rectangle. Il faut quand même qu'il ait le sens des mots. Bon. On vérifie qu'il parle grec. Évidemment, s'il parle perse, c'est compliqué. Voilà, il parle grec. Bon. Deuxièmement, on l'interroge sur un problème donné, dont je vais vous parler. Il fait des erreurs, on réfléchit sur ces erreurs. Et puis troisièmement, on résout le problème et on essaie de réfléchir si oui ou non il y a eu une réminiscence. D'accord ? Alors, ces étapes sont hyper importantes. Pourquoi ? Pas simplement parce que c'est clair. Parce que ça vous dit tout de suite quelque chose d'hyper important qui est que la réminiscence pour Platon, ce n'est pas une sorte d'état comme ça, on dit « Ah, je me rappelle, voilà, et bien hop, c'est une réminiscence ». Non, c'est un effort. C'est un effort, c'est un travail, c'est quelque chose sur lequel vous devez vous exercer. D'accord ? Et c'est exactement ce que va faire l'esclave à une toute petite échelle. C'est pour ça que c'est important de prendre ça comme un processus dans la durée. Alors, c'est important ça parce que, en fait, ces étapes, elles vont être assez faciles à identifier. Au début du dialogue, je vous racontais un peu ce que Ménon pensait. Ménon, il pensait qu'il savait, puis après, Socrate l'a réfuté, puis il a dit « Ah, mais en fait, finalement, je ne sais rien », puis il a essayé de rebondir avec son paradoxe, puis à la fin du dialogue, en fait, il ne saura toujours rien. Hein. Bon, ça, c'est hyper important, parce que vous devez comprendre que c'est ça, les étapes de la réminiscence. En fait, la réminiscence chez Platon, c'est un processus à plusieurs étapes. La première, c'est d'abord, on croit qu'on sait. On nous pose une question, qu'est-ce que X ? N'importe quoi. Puis on se dit, bah, moi je sais, je parle, qu'est-ce que la justice ? Non, mais la justice, je sais ce que c'est. C'est rendre à chacun ce qu'il m'a prêté. Très bien. Socrate examine, et en fait, il vous montre que ce n'est pas du tout une bonne définition. Puis il vous donne une deuxième définition, une troisième, et à chaque fois, Socrate vous réfute. Il vous montre que ce n'est pas ça la bonne réponse. Et donc, en fait, vous allez passer de croire savoir à savoir que vous ne savez pas. Vous ne saurez rien sur la justice, mais vous saurez au moins que ce que vous savez vaut rien. Ce qui est déjà un bon début. Ensuite, à partir de ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qui va se passer en vous ? Vous allez désirer savoir. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas. Et vous comprenez bien pourquoi. Quand je crois que je sais, ben, je ne désire pas savoir, puisque je crois que je sais. Je n'ai pas besoin de désirer savoir un truc que je pense que je sais. Si on me montre en fait que je ne sais rien ou que mon savoir vaut rien, alors dans ce cas-là, effectivement, je vais peut-être avoir envie de me dire, tiens, j'aimerais bien savoir ça, j'aimerais bien savoir ce que c'est vraiment que la justice. Ben, c'est exactement ça le processus. Et puis, au bout d'un moment, donc, à force de questions répétées, on a ce désir, et c'est ça qui va nous permettre d'apprendre. Vous voyez ? Donc la réminiscence, c'est tout ça. Et c'est ça qu'on va vérifier maintenant. Alors, le problème géométrique, qu'est-ce que c'est ? Le problème géométrique, il est hyper simple, c'est à partir d'un carré donné, prenez un carré, comment j'arrive à construire le carré d'aire de surface double ? Ça s'appelle la duplication du carré. Donc là, c'est comment, à partir d'un carré, je construis un carré d'aire double. C'est hyper simple comme problème. La réponse du jeune garçon, on lui pose cette question-là, donc, qui est au tableau, et il répond. Pour lui, il est évident que le double d'un carré donné se construit sur un côté double du carré initial. Alors, c'est ça les mathématiques, vous voyez, ça ne va pas être trop dur. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Socrate lui montre ABCD. D'accord ? Il lui dit comment on va construire le carré d'aire double de ABCD. Bah, l'esclave, il dit c'est facile, il prend son petit bout de bois, il prolonge AB en AE, il prolonge AD en DG, il relie l'ensemble et il dit voilà. C'est très simple, j'ai doublé les côtés et donc je construis le carré d'aire double. D'accord ? Alors vous voyez bien que c'est une erreur. Vous avez compris que c'est faux. Hein. Donc en fait, il commet une erreur en termes épistémologiques, en termes scientifiques modernes, on appelle ça une illusion de proportionnalité. Il croit en fait que parce que le carré doit être double, si on double les côtés, on va en fait arriver à produire un carré d'aire double. Mais c'est faux. On voit bien que le carré est quadruple. Bon.
Donc Socrate, afin de lui montrer son erreur, construit la figure et lui dit, bah, regarde, tu vois bien que AEFG, ce n'est pas la solution du problème. Alors l'esclave continue, il dit, bah, très bien, 2AB c'est le carré, c'est initial, c'est le segment initial, AE c'est le segment en fait double mais qui produit l'aire quadruple. Donc évidemment la réponse elle est entre les deux. Hein. Elle est évidemment, c'est pas le côté le segment AB égale 2, pas, ça ne produit pas AE, donc c'est entre les deux, ça doit être AH, c'est-à-dire sur le segment qui est égal à 3. D'accord? Puisque entre 2 et 4, il y a 3. Bon. Très bien, il construit le carré, et de la même manière, on voit bien que ça produit AJIH, et AJIH, ben, vous le voyez, ce n'est pas le carré d'aire double. D'accord? Toujours pas. Bon. Alors, c'est intéressant l'erreur du jeune garçon. Le jeune garçon, il a vu que doubler le côté, ça ne marchait pas. Donc il part d'une ligne qui fait 2, il produit une ligne qui fait 4. Bah, il se dit, bah, la réponse, elle est forcément entre 2 et 4. Et qu'est-ce qu'il y a entre 2 et 4? 3. Et pour lui, c'est absolument évident. Parce qu'en fait, c'est un esclave qui ne connaît rien en mathématiques, et pour lui, entre 2 et 4, il n'y a que 3. Hein, voilà. Il ne connaît que les entiers naturels, hein, en termes techniques, si vous voulez. Très bien. Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon philosophique de ce premier moment de l'interrogation que j'ai résumé? Il faut se débarrasser de ce qu'on prend pour un savoir. Et ça, c'est la condition nécessaire de toute recherche. Hein. Et donc, ce n'est pas comme le pensait Ménon, le fait qu'on ne va jamais commencer à chercher. Non, au contraire. Allons-y, sortons les opinions fausses qu'on a, rendons-nous compte des erreurs, et là, on va commencer vraiment à chercher. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc Ménon, il se plantait complètement en disant on ne peut pas commencer à chercher. Si, on peut commencer à chercher. Bien sûr, on commence par se purger des opinions fausses. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le jeune gamin est dans un certain état après ça. Il est dans un état que Socrate décrit comme engourdi. Il est engourdi, comme s'il avait été frappé par un électrochoc, si vous voulez, par une décharge électrique. Il ne sait plus quoi dire. Il a donné toutes les réponses qu'il pouvait donner. Et en fait, aucune n'est bonne. Hein. Et ça, vous verrez quand vous ferez la philosophie, c'est ce que fait Socrate. Socrate, il engourdit ses interlocuteurs, il leur donne une décharge, et finalement, à la fin, ils disent, mais en fait, je ne sais plus rien. Alors, à la fin de l'épisode, on arrive à la solution du problème. À l'intérieur du carré, AEFG, le grand carré, qui est égal à l'aire est égal à 16 pieds, Socrate va lui montrer les 4 carrés qu'il contient. Il va lui montrer ABCD, DGLC, LFKC, BCKE. Il va lui montrer, voilà, il y a 4 carrés. Okay, et il va tracer au milieu de chaque carré une ligne qu'on appelle en grec diamétros, qu'on appelle en français diagonale, et il va lui montrer que la diagonale partage les carrés initiaux en 2 moitiés, des triangles rectangles, qui en fait sont donc d'aire divisé par 2, et que si on les ajoute, on a en fait le carré d'aire double. Réponse au problème, et maintenant vous le saurez à jamais, on construit le carré d'aire double à partir d'un carré donné sur la diagonale de ce carré. Voilà. Ça, c'est la réponse mathématique à la question. On double un carré en construisant, en carrant la diagonale. D'accord? Voilà. Alors voilà. Alors maintenant, réfléchissons encore un peu sur cet épisode. Est-ce que cette réminiscence fait du jeune garçon un mathématicien? Réponse, non. Hein, il est bien évident qu'il ne va pas passer l'agrégation mathématique après ce petit épisode. Hein. Il est clair que c'est si on répète encore et toujours toute une vie durant ce genre d'exercice que peut-être on arrivera à faire un mathématicien. Hein. Donc c'est aussi un modèle de pédagogie que Platon développe, mais simplement il nous en montre quelques fragments. Hein. Bon, ça c'est extrêmement important. Deuxièmement, si je vous dis, est-ce que Socrate a enseigné quelque chose aux jeunes garçons? À tous les coups, vous allez me répondre, bah, évidemment. Il n'a pas arrêté de lui montrer, ça c'est bon, ça c'est faux, tiens, je te montre la diagonale, etc. Alors là, il faut faire attention. Socrate lui dit, je ne lui ai rien enseigné. Et quand on lit le texte, on se dit, ah vraiment? Est-ce qu'il n'est pas en train un peu de nous rouler là? Est-ce que vraiment il ne lui a rien enseigné? Ben, en fait, il faut prendre Platon au sérieux, et de fait, il ne lui a rien enseigné au sens fort du terme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, à chaque fois que le jeune garçon donne une réponse, il donne sa réponse, son opinion, ce qu'il pense être, lui, la vérité. Et c'est ça, en fait, qui compte. Hein. Et Socrate, évidemment, le guide, mais ça n'infirme pas le fait que le jeune garçon doit être prêt à défendre sa réponse. Hein. Et ça, donc, c'est extrêmement important pour que vous compreniez ce que c'est que la réminiscence. Alors, j'en viens à une autre question. Finalement, pourquoi c'était bien pratique des mathématiques?
pour vérifier cet épisode? Ben, la réponse, c'est que les mathématiques, pour Platon comme pour nous, sont le modèle d'un rapport à la vérité, où en fait, ce n'est que ce qu'on est capable de démontrer soi-même qui importe. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est très simple. Si vous avez un prof de maths qui vous dit « je vais vous enseigner le théorème de Pythagore, je ne vous le démontre pas, apprenez-le par cœur, croyez-moi », c'est que c'est un très mauvais prof de maths. Ça veut dire qu'en fait, si le prof de maths est là pour vous dire « apprenez par cœur les théorèmes et surtout pas les démonstrations », ça ne sert absolument à rien. Croyez-moi, je suis prof de maths, moi je sais mieux que vous. Apprenez par cœur et c'est comme ça que vous allez faire des mathématiques, c'est que ce n'est pas un prof de maths. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas compris que les mathématiques, au fond, c'est le modèle d'un rapport à la vérité, où c'est ce que vous êtes capable de démontrer vous-même, qui comptez. Tant que vous n'avez pas démontré un théorème de mathématiques, vous ne le savez pas. Sinon, vous apprenez par cœur, comme vous pouvez apprendre je sais pas, des listes par cœur, des listes de noms. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que vous... Alors qu'un théorème de mathématiques, quand vous le comprenez vraiment, en fait, vous le savez. Vous pouvez le restituer, vous pouvez l'expliquer à un copain. Ça veut dire que vous le savez vraiment. Hein. C'est ça qu'on appelle savoir par cœur, au fond, au sens fort du terme. C'est-à-dire l'avoir intériorisé. Et ben c'est ça, l'origine du choix par Platon des mathématiques. C'est parce qu'en fait, ça montre très très bien ça, cette idée extrêmement forte. Alors, j'avance un petit peu parce que je ne veux pas être trop long et je veux passer maintenant à Épicure. Alors, je vous passe ce texte, c'est un petit peu difficile, et je passe à autre chose. Alors maintenant, la deuxième partie, je vais un peu vite. Chez Épicure, on change complètement de monde. Avec Épicure, on change complètement de paysage intellectuel et d'époque d'ailleurs. Hein. Il est du siècle d'après, hein, si vous voulez, par rapport à Platon. Et je dis qu'on change d'époque parce qu'en un certain sens, la philosophie d'Épicure, c'est au fond un rejet de celle de Platon. Donc on va voir qu'en fait, ils ne vont pas du tout avoir la même conception de la mémoire parce qu'en fait, tous leurs présupposés sont opposés. Hein. Ce qui caractérise en fait la philosophie d'Épicure, c'est sa radicalité. Et par ça, je veux dire le fait qu'elle cherche à dégonfler toutes les grandes constructions métaphysiques, hyper alambiquées, des philosophes comme Platon et Aristote. Et puis même des stoïciens qui sont contemporains d'Épicure. Ça ne veut pas dire que l'épicurisme est une philosophie simple, hein, c'est en fait une philosophie assez compliquée. Mais c'est une philosophie qui se veut accessible et qui donne à celui qui la suit les clés d'une vie heureuse. Donc si vous voulez être heureux, lisez Épicure. C'est ça le message. Autrement dit, et ça c'est important que vous le compreniez, et je fais un peu simple, Platon et Aristote, ils s'intéressent à la connaissance, ils s'intéressent au savoir, aux sciences, etc., aux mathématiques, tout ça, à la philosophie, et ils cherchent à démontrer que la vie consacrée au savoir est la plus heureuse. D'accord ? Épicure, lui, il cherche à définir ce qu'est le bonheur avant tout, et il cherche à déterminer ce qu'il faut savoir, et uniquement ce qu'il faut savoir pour être heureux. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est un vrai renversement, au fond, sur la place du savoir dans la vie. Alors, je disais qu'Épicure et Platon, ils s'opposent en tout point de vue. Je vous décris un peu le monde d'Épicure. Comment il voit le monde, Épicure ? Épicure, pour lui, tout ce qui existe, ce sont les atomes et le vide. Voilà. Tout ce qui est là, dans le monde, ce sont des atomes et du vide. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de troisième nature, comme on dit. Nous tous, les humains, les animaux, les pierres, les objets, les montagnes, les océans, l'air, les nuages, tout, absolument tout, est composé d'atomes entre lesquels il y a du vide. Et ces atomes forment des composés, je ne sais pas moi, ce crayon, cet ordinateur, cette chaise, vous, voilà, on est tous des composés atomiques. Hein. Et dans ces composés atomiques, entre ces composés atomiques, il y a aussi du vide. Voilà. Très bien. Ces atomes, ils ont pour propriété d'être éternels, ils sont indestructibles. Atomon, en grec, ça veut dire ce qui ne peut pas se couper. Donc évidemment, c'est indestructible parce que c'est insécable. Seulement, ces atomes sont toujours en mouvement. Ce qui d'ailleurs correspond à une intuition physiquement vraie. Hein. Enfin, une réalité physiquement vraie. Et ils sont toujours en mouvement, et c'est parce qu'ils sont toujours en mouvement en fait, que finalement les composés se désagrègent. Parce qu'effectivement, pour Épicure, les composés toujours se désagrègent. Hein. Alors j'explique. Les compositions atomiques que nous sommes, qu'est cette table, cette bouteille, etc., résultent des chocs entre les atomes, et ces chocs sont au hasard. Donc il y a des enchevêtrements qui marchent, des enchevêtrements qui ne marchent pas, etc., etc. Et tout ça, c'est des composés. Donc le composé, ça va du grain de sable à l'univers tout entier. Hein, et le monde à l'intérieur de l'univers. Et pour Épicure, précisément, l'univers est infini et comprend une infinité de mondes, dont certains sont comme le nôtre et d'autres sont radicalement différents. Vous voyez, c'est une vraie
physique atomiste dans lequel, effectivement, tout s'explique par les atomes et le vide. Tout, absolument tout. Alors, on a parlé beaucoup de l'âme en parlant de Platon. Qu'est-ce qu'il en pense, Épicure, lui, de ça? Contrairement à Platon, donc, il donne des preuves de l'immortalité de l'âme, puisque je vous en ai montré une tout à l'heure, hein, parce qu'on arrive à se ressouvenir, ça prouve que l'âme est immortelle. Bon, la preuve est très faible, hein, mais peu importe. Eh bien, Épicure, lui, montre que l'âme est mortelle. Donc il développe des preuves, hein, et chez un de ses élèves tardifs, qui s'appelle Lucrèce, on a 30 preuves de la mortalité de l'âme, et il montre que l'âme est mortelle. Hein, et en fait, c'est même une bonne nouvelle, comme je vais vous l'expliquer après. Pourquoi l'âme est mortelle? Parce qu'elle est matérielle, comme n'importe quoi d'autre. Hein. Tout est fait d'atomes et de vide, l'âme aussi. Donc l'âme, tout composé se décompose, l'âme aussi. D'accord? C'est aussi la matérialité de l'âme qui explique la conception qu'Épicure se fait de la connaissance. Et maintenant, j'en viens à la mémoire. C'est-à-dire, c'est parce qu'en fait, tout est fait d'atomes et de vide qu'on peut aussi expliquer la connaissance, comment on connaît le monde. Hein. Pour Épicure, toute connaissance provient de nos sensations, je vous le disais, parce que toute sensation est un contact direct entre les corps et mes organes. Hein, et mon âme, qui est aussi un corps. Hein. Donc, par rapport à ce qu'on disait sur Platon, vous voyez que Épicure n'est pas du tout inéiste. Hein, je le répète, il est radicalement empiriste parce qu'il pense que l'esprit ne précède pas la connaissance. L'esprit vient de la sensation. Et à force de sensation, en fait, voilà, ça se développe en nous. Hein. Bon. Il pense donc que c'est la répétition des expériences sensibles, hein, du contact entre mes sens et le monde. C'est à partir de ça que je développe des concepts. Lui, il appelle ça des prolepsis. Des prolepses, pardon. Des prolepses. Et c'est ça qui me permet de connaître le monde. D'accord ? Et comment je fais ça? Je peux agir aussi dans le monde en faisant usage dans ma mémoire. C'est-à-dire que je fais une expérience, par exemple, je vois 10 fois quelque chose de rouge, se crée en moi l'impression du rouge. À partir de là et de la répétition se crée le concept du rouge, la prolepse du rouge, et ça me permet après, quand je revois du rouge, de reconnaître du rouge. Vous voyez le rôle de la mémoire qui me permet en fait d'avoir des concepts pour comprendre le monde. C'est hyper important. Hein. Mais c'est une genèse empiriste de la mémoire, pas comme celle de Platon. Donc vous voyez, le paradoxe de Ménon ne se pose pas pour Épicure. Hein. On n'apprend pas en se ressouvenant, clairement pas. On apprend par l'accumulation dans la mémoire des souvenirs, des expériences sensorielles qui permettent à l'esprit d'apprendre, hein, en formant des concepts. Donc la sensation est absolument capitale pour Épicure, parce qu'en fait, tout notre esprit, toutes nos capacités de connaissance viennent de la sensation. Hein. Et c'est pour ça, dit Épicure, c'est une thèse extrêmement célèbre, extrêmement bizarre aussi, que les sens ne trompent jamais. La sensation est parfaitement infaillible pour Épicure. Alors peut-être que ça va poser des problèmes, on pourra en parler dans la discussion. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'erreur des sens. Les sens sont toujours véraces. Vérace, ça veut dire qu'ils ne se trompent jamais. Donc il faut faire une confiance totale à nos sens pour vivre et pour penser. Alors, étant donné sa vision du monde très différente de celle de Platon, Épicure pense que la philosophie sert avant tout à atteindre le bonheur. Elle nous permet de régler nos désirs, c'est-à-dire de ne pas désirer n'importe quoi, mais uniquement des choses qui peuvent nous rendre heureux. Et elle nous permet d'atteindre le plaisir. Alors le plaisir, c'est hyper important pour Épicure, c'est le bonheur en fait. Qu'est-ce que c'est que le plaisir? Ce n'est pas du tout la jouissance, comme vous pourriez le penser, c'est-à-dire manger un paquet entier de bonbons, une tablette de chocolat quand on a faim, ça c'est pas le plaisir pour Épicure. Le plaisir, c'est la cessation de toute douleur. Donc vous avez compris, quand on dit par exemple quelqu'un qui veut faire une bonne bouffe, ah c'est un épicurien, etc., c'est un contresens. Hein. Épicure, lui, c'est pas de faire des bonnes bouffes qui l'intéresse. Lui, c'est de dire j'ai soif, je bois un verre d'eau. J'ai faim, je mange une pomme. Voilà, c'est ça le plaisir absolu pour Épicure. On ne peut pas aller au-delà de ça. C'est-à-dire, de toute façon, si j'ai une souffrance, la soif, je bois de l'eau claire, j'atteins le plaisir maximum. Ça veut dire donc que quand on philosophe correctement, on désire correctement, et quand on désire correctement, on parvient au maximum de bonheur. Et ce maximum de bonheur, Épicure l'appelle l'ataraxia, c'est-à-dire l'absence de trouble. Quand je n'ai pas de trouble, quand j'ai pas mal, voilà, j'atteins en fait un état qui est le maximum de plaisir auquel je peux atteindre. Hein. Et c'est ça que je dois chercher à atteindre. Hein. Très bien. Ça, je vous ai fait un peu le panorama, si vous voulez, de ce que c'est que l'épicurisme en 3 minutes. Donc j'ai conscience que c'est un peu abstrait et je m'en excuse. Maintenant, on va parler de la mémoire, puisque c'est ça dont on parle. C'est quoi le rôle de la mémoire là-dedans? Le rôle de la mémoire dans l'accès au bonheur que nous promet Épicure. Donc, Épicure nous promet d'être heureux, il nous promet que la philosophie, c'est la voie pour atteindre le bonheur. Maintenant, la question que je pose, c'est quoi le rôle de la mémoire là-dedans? Et en quoi il est différent de Platon?
Alors, pour y voir un peu plus clair, je vous proposais de lire un texte de Titus Lucretius Carus, qui s'appelle Lucrèce. Je voulais faire un truc en grec, un truc en latin. Lucrèce, donc, alors ça c'est un portrait parfaitement imaginaire. On ne sait rien de Lucrèce, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Et en tout cas, il a écrit un très beau poème, assez compliqué, mais magnifique, en latin, qui s'appelle De la nature. Et je voudrais lire un texte avec vous de lui, qui n'est pas un texte facile, mais qui est un texte absolument magnifique. Vous allez voir, et philosophiquement extrêmement troublant. Alors, on le lit. La mort, donc, n'est rien pour nous, et ne nous touche en rien, puisque l'esprit révèle sa nature mortelle. De même qu'autrefois, nous n'avons nullement souffert quand les Carthaginois se lançaient partout au combat, quand le monde, frappé par ce choc effroyable, tremblait d'épouvante sous les hautes rives du ciel, et ne savait auquel des deux camps échouerait l'empire des humains sur la terre et les mers. De même, quand nous ne serons plus, l'âme et le corps, dont l'unité formait la nôtre désormais séparée, rien, absolument rien, nous qui ne serons plus, ne pourra nous atteindre ou émouvoir nos sens. Fût-ce le déluge, mer, ciel et terre confondus. Et si, même après s'être arraché du corps, l'âme et l'esprit gardaient la sensibilité, elle n'est rien pour nous, dont l'unité constitutive repose sur l'union consacrée de l'âme et du corps. Non, même si le temps recueillait notre matière après la mort, la plaçant dans son ordre actuel, la lumière de la vie nous fût-elle rendue, non, cela ne pourrait nullement nous toucher, notre propre mémoire étant dès lors brisée. Même aujourd'hui, ce que nous fûmes auparavant ne nous importe en rien, ne nous tourmente en rien. Contemple derrière toi cet espace immense du temps passé et songe à tous les mouvements de la matière, ainsi tu t'en convaincras aisément. Les atomes dont nous sommes aujourd'hui formés se rangèrent souvent dans le même ordre qu'aujourd'hui, mais notre mémoire ne peut ressaisir le passé, car la vie, entre-temps, a marqué une pause. Alors c'est un texte dur, hein, j'en ai conscience, mais je suis sûr qu'en s'accrochant un peu, on peut arriver à comprendre ce qui fait sa force. Et ce qui fait sa force, c'est l'expérience de pensée qu'il vous propose. C'est ça que je voudrais vous expliquer. Et puis ça permet de faire un peu de latin. La première phrase, l'importance du texte, il apparaît dès la première phrase. Hein. En latin, nil igitur mors est ad nos, neque pertinet illum. Pourquoi c'est important? Parce que ce texte-là, c'est la conclusion des 30 preuves de la mortalité de l'âme. C'est pour ça qu'il y a un igitur. Donc. Hein. Et ça, c'est la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on conclut des 30 preuves de la mortalité de l'âme qui viennent avant dans le livre? Ça. La mort, donc, n'est rien pour nous. Et puis, évidemment, c'est aussi un passage extrêmement important parce qu'en fait, c'est la transposition en latin de une des maximes capitales d'Épicure. Comme ça, vous avez un peu de latin, un peu de grec. Hein. Nil mors est ad nos, o thanatos uden pros emas, hein, la mort n'est rien pour nous, qui est évidemment une des phrases les plus célèbres d'Épicure, et que, en fait, Lucrèce traduit, hein, tout simplement en latin. Mais avec ce don qui lui donne une fonction qui est absolument incroyable. Hein. C'est un des plus beaux dons de toute la littérature latine, à mon avis. Alors, ça veut dire quoi, que la mort soit rien pour nous? Hein. Ça veut pas dire que la mort n'est rien du tout. Vous avez compris ça. Pourquoi? La mort, c'est quelque chose. La mort, c'est le fait qu'un composé se désagrège. Hein, c'est le divorce, hein, le discidium du composé. D'accord? Donc la mort, c'est quelque chose. Le fait, c'est des atomes qui se décomposent. Très bien. Sur le plan sensoriel, en revanche, sur le plan de l'expérience sensible, la mort n'est rien. Hein? Pourquoi? Ça, c'est l'argument célèbre d'Épicure, c'est un état de non-vie. Pourquoi il faut être heureux et pourquoi on n'a pas à craindre la mort? Quand la mort est là, je ne suis pas là. Quand je suis là, la mort n'est pas là. Ah oui, vous ne pouvez pas être mort et vivant à la fois. Donc quand je suis là, je suis vivant, donc la mort n'est pas là. Quand je suis mort, je ne suis plus là, parce que la mort est là. Je ne peux jamais coexister avec la mort. Donc en fait, la mort n'est rien pour moi. Je sais que vous avez sûrement des objections qui vous viennent à cet argument, on pourra en parler après la discussion. Et enfin, dernière chose, l'idée de la mort comme passage et souffrance n'est rien non plus pour les épicuriens. Alors ça, c'est plus discutable, mais ils ont toute une réponse là-dessus. Et enfin, troisièmement, sur le plan éthique, donc pas simplement en soi ou sur le plan sensoriel, mais maintenant sur le plan éthique, sur le plan moral, si vous voulez, la mort, évidemment, n'est rien si on est épicurien. Si vous n'êtes pas épicurien et que vous avez encore la peur de la mort, là, c'est quelque chose, la mort. Mais justement, l'idée, c'est de devenir épicurien pour ne pas avoir peur de la mort. Alors, pour faire comprendre justement que la mort n'est rien d'un point de vue sensoriel, et donc n'est rien pour l'épicurien, qui peut mener une vie heureuse, le premier moment du texte qu'on a lu va utiliser un motif littéraire extrêmement important, sur lequel j'attire votre attention,
Je le dis en termes techniques et après j'explique, c'est la symétrie spéculaire du passé et de l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire, la symétrie spéculaire du passé et de l'avenir? C'est le fait que le passé est le miroir de l'avenir. Hein. Vous voulez savoir l'avenir? Regardez vers le passé. Voilà. C'est tout simplement cette idée-là. Et l'argument est très fort. Ça veut dire que l'état de non-vie, l'état de mort qui m'attend après la mort, hein, n'est rien de plus que le passé, qui n'est plus. Et le passé, on le connaît déjà, hein, puisqu'on en a une non-expérience. Le passé ne m'affecte pas, il n'est plus là. Hein. En fait, ce qui m'attend après la mort, c'est un état comme le passé, c'est-à-dire un état de non-vie, qui ne m'affecte pas. Hein. Et l'exemple que donne Lucrèce, c'est l'exemple de la Seconde Guerre punique, c'est-à-dire les guerres entre Rome et Carthage. Et ben, la Seconde Guerre punique, où il y a eu des massacres horribles, ben, en fait, ça ne m'a pas touché. On pourrait dire la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ça ne m'a pas touché. Je suis né après la Seconde Guerre mondiale. J'espère que vous en êtes persuadés. Et ben ça ne m'a pas touché. Voilà, bon, de la manière. Alors la deuxième partie du texte, elle explique au fond pourquoi il en est ainsi en réfléchissant à ce qui fait que nous sommes l'individu que chacun de nous est. D'accord? Donc là maintenant, on va passer à un autre point, à un autre concept philosophique, qui est ce qu'on appelle l'identité personnelle. C'est là où on va comprendre ce que c'est que la mémoire. En fait. La question que je pose, très simplement, c'est ça sert à quoi la mémoire pour nous individuellement, hein? Quel rôle ça a dans le fait qu'on soit des individus, hein? Et ça, justement, Épicure l'explique. Alors, donc l'identité personnelle, qu'est-ce que c'est philosophiquement? C'est le fait que moi, Dimitri Elmur, même si je vieillis malheureusement à chaque instant, je suis quand même toujours une même personne à travers le temps. C'est le fait que chacun de vous, quand il se lève le matin, en fait, il est le même que quand il s'est endormi la veille. Voilà. C'est ça, l'identité personnelle. Et pourtant, vous changez à chaque fois, vous vieillissez à chaque instant, vous aussi, je suis navré de vous l'apprendre. Donc, en fait, voilà, chaque moment nous rapproche de la mort, c'est le cas de chacun, malheureusement aussi, mais de fait, vous êtes quand même une même personne, à travers les moments du temps. Ça s'appelle l'identité personnelle. Alors, il y a 3 éléments de l'identité personnelle pour Lucrèce, on peut les extraire de ce texte. D'abord, l'union de mon âme et de mon corps. Et regardez ce texte-là, je relis, « Et si même après s'être arraché du corps, l'âme et l'esprit gardent la sensibilité, elle n'est rien pour nous dont l'unité constitutive repose sur l'union consacrée de l'âme et du corps. » Alors là, l'argument encore, vous devez le comprendre, il est super fort. L'argument de Lucrèce, je le dis en termes simples. Imaginez que mon âme continue à ressentir au-delà de la mort du corps. C'est impossible, hein, mais imaginez-le. C'est une concession. Supposons que. En fait, ça ne nous concerne pas. Parce que ce nous dont on parle est un composé d'une âme et d'un corps. Et ce composé-là particulier ne réapparaît pas. Hein. Bon. Donc le premier élément de l'identité personnelle, je vous les ai listés là, voilà, c'est l'union d'une âme et d'un corps. Ce qui fait que vous êtes un individu. D'abord, vous avez une certaine âme et un certain corps qui sont liés entre eux. Bon, premièrement. Deuxième élément de l'identité personnelle, c'est la composition atomique. En fait, les atomes qui vous composent et qui me composent, qui composent notre âme et notre corps, à chacun individuellement, sont enchevêtrés d'une certaine façon. Unique. Hein? Bon. À supposer, là encore, concession, imaginons que ça soit possible. Supposons que les atomes qui me composent ici et maintenant se recomposent exactement de la même manière. Imaginez. D'accord? Je ne suis pas dans le futur. Voilà. Ça se recompose exactement de la même manière. Donc il y a un autre Dimitri Elmur, il y a à chacun de vous, il y a un double dans le futur. En fait, la mort ne sera toujours rien pour moi, parce que la continuité de moi a été brisée. D'accord? Même si les atomes, ce sont la composition atomique que je suis, c'est défaite. Et même si on la recompose exactement à l'identique, en fait, le moi, la continuité de ce moi a été brisée. Alors pourquoi? À cause de la troisième composante de l'identité personnelle, c'est la mémoire. C'est-à-dire la continuité de la mémoire. En effet, l'identité personnelle, ce que nous sommes individuellement, ça dépend de notre mémoire. Ce qui fait qu'en fait, quand vous vous levez le matin, vous êtes toujours la même personne, c'est votre mémoire. Alors regardez ce texte, tout à fait extraordinaire encore. Non, je le relis, même si le temps recueillait notre matière après la mort, la plaçant dans son ordre actuel, la lumière de la vie nous fut-elle rendue. Donc on reprend les mêmes atomes, on les remet exactement dans le même ordre. Non,
Cela ne pourra nullement nous toucher, notre propre mémoire étant dès lors brisée. Même aujourd'hui, ce que nous fûmes auparavant ne nous importe en rien, ne nous tourmente en rien. Et le texte va devenir de plus en plus extraordinaire quand à la toute fin, et c'est là où je veux en venir, Lucrèce durcit son argument. Comment il durcit son argument? Il vient de dire dans le texte que je viens de lire, même si mes atomes revenaient exactement dans le même ordre, je ne renaîtrais pas. Pourquoi? Parce que ma mémoire aura été irrémédiablement brisée. Et regardez la fin du texte. Contemple derrière toi cet espace immense du temps et du temps passé et songe à tous les mouvements de la matière, ainsi tu t'en convaincras aisément. Les atomes dont nous sommes aujourd'hui formés se rangèrent souvent dans le même ordre qu'aujourd'hui, mais notre mémoire ne peut ressaisir le passé car la vie entre-temps a marqué une pause. C'est un argument extraordinaire, ça veut dire qu'en fait ça s'est déjà passé. En fait, il y a toutes les chances que dans l'infinité du temps et dans l'infinité de l'espace, le moment qu'on est en train de vivre là, c'est déjà passé. Et même, on va radicaliser. Ça s'est même déjà passé une infinité de fois. Hein? Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de limiter notre pensée au fait qu'on ait été reconstitué exactement de la même manière. Il n'y a rien qui l'empêche. Hein? Et pourtant, on n'en a aucun souvenir, ça ne nous affecte pas. Hein? Donc vous comprenez, si mon identité était simplement l'enchevêtrement parfaitement singulier de mon corps et de mon âme, ma composition atomique, alors oui, je revivrais. Hein, et la mort serait peut-être à craindre, puisque la mort ne serait pas une fin. Hein, mais cela est impossible, puisqu'en fait, ça a déjà eu lieu. Et très certainement, ma composition atomique est déjà revenue à l'identique. Et pourtant, ça ne m'a pas affecté. Donc vous voyez, je termine bientôt, la morale profonde du texte, c'est que je ne revient jamais, que l'individu est limité. Hein. Il n'y a pas de place dans nos vies pour une pensée de l'au-delà de la vie, qu'il s'agisse d'un temps de l'âme qui précède l'incarnation, comme le dit Platon, ou d'un temps post-mortem de l'âme, après la mort, comme le dit Platon aussi. Hein. Donc la réminiscence platonicienne, du point de vue de l'épicurien, c'est juste un mythe, c'est une fable, qui, pour Épicure et Lucrèce, amène des croyances dangereuses dans une après-vie, hein, dont il faut se débarrasser si on veut être heureux. Hein. Alors, finalement, qu'est-ce que le texte de Lucrèce nous apprend sur ce qui fait notre identité personnelle, ce qui fait qu'on est des individus singuliers? Ce qui fait notre identité, c'est la chaîne de nos souvenirs, d'où l'importance de la mémoire. Et en fait, si vous regardez un peu le passage que je viens de lire de Lucrèce, vous verrez qu'il y a en fait deux niveaux de temps dedans. Il y a le temps de la nature, qui est infini, qui est sans limite, et puis il y a le temps sensible, le temps subjectif, je reviens un peu à ce que je disais au début, qui est irrémédiablement limité. Mais au sein de ce temps sensible, le temps subjectif, mon temps à moi, pas le temps de la nature infinie, hein, on peut là encore distinguer plusieurs niveaux de mémoire, et je vais terminer par ça avec vous. C'est celui-là, voilà. Alors, plusieurs niveaux de mémoire, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, Épicure a une pensée complexe de la mémoire, c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de lui. On peut distinguer en fait plusieurs niveaux de mémoire. Il y a la mémoire spontanée, et puis il y a la mémoire volontaire d'abord. Okay? Dans l'ordre de la mémoire spontanée, c'est-à-dire la mémoire qui se passe tout seul, un peu passive on va dire, il y a la mémoire de soi qui garantit l'identité personnelle. On vient de le voir. C'est la chaîne de mes souvenirs. Je me réveille le matin, je me suis couché la veille, je suis toujours le même. Ça, c'est cette mémoire-là. Et puis il y a la mémoire dont je vous ai parlé qui constitue les concepts. Les prolepses, c'est-à-dire le fait que j'ai vu 10 fois un siège rouge, que je me rappelle de l'expérience d'un siège rouge et que je finis par former le concept du rouge. Okay? Donc ça, c'est la mémoire, disons la mémoire spontanée. Mais il y a un autre niveau de mémoire, c'est le niveau volontaire de la mémoire. Et ce niveau volontaire, lui aussi, on peut distinguer deux choses. Et je termine par là. Chez Épicure, on peut distinguer la mémoire active qui travaille la doctrine. Alors, il y a quelque chose que vous devez savoir sur Épicure qui est hyper intéressant, c'est qu'Épicure, il a écrit une œuvre, le Périfuséos, c'est-à-dire le traité sur la nature. C'est ça que traduit Lucrèce quand il dit De natura rerum, c'est la traduction en latin de Périfuséos. Hein. Ce traité en 37 volumes, donc c'était pas court, assez technique, on l'a complètement perdu, on a des fragments. Donc c'est une perte évidemment incroyable, mais il se trouve que Épicure a aussi écrit des lettres, c'est-à-dire des petits textes. Et même peut-être parfois des maximes, des sentences, des tout petits textes. Donc des lettres et des plus petits textes. Pourquoi? En fait, ce mode d'écriture épicurien, consistant à écrire des sortes d'abrégés, de la doctrine, des sortes de condensés de la pensée épicurienne, ça correspond à un certain usage de la mémoire. C'est-à-dire, en fait, ça sert à l'élève à apprendre les éléments de la doctrine.
Comme si vous avez un abrégé, si vous voulez, en fait, au lieu de lire le traité en 12 000 volumes, vous allez lire en fait quelque chose qui va résumer véritablement ce que vous devez apprendre et ce que vous devez comprendre. D'accord ? Et donc ça va bien avec, si vous voulez, c'est la pratique d'écriture d'Épicure qui va avec une conception théorique de la mémoire qui est que la mémoire doit intérioriser la doctrine, parce qu'en fait, vous avez besoin de la doctrine pour être heureux. Okay ? Ça, c'est le premier niveau de la mémoire active. Et puis, il y a un deuxième niveau, c'est celui sur lequel je veux terminer, en lisant un texte tout à fait impressionnant. Sans doute un texte d'Épicure. Voilà ce qu'il dit. « Je t'ai écrit ceci en ce jour bienheureux de ma vie, qui est aussi le dernier. La strangurie, c'est le fait d'uriner très difficilement. Ça fait très très mal, sans doute. Hein. La strangurie et la dysenterie se sont installées avec la plus grande intensité dont elles soient capables. Mais la joie de mon âme et le souvenir de nos conversations passées était un contrepoids suffisant. » Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que d'avoir des calculs rénaux en moins 300 avant Jésus-Christ, mais ça doit faire très très mal. Hein. Une douleur, je pense, sans médicaments, à mon avis, incroyable. Ce fragment, donc, dont il est possible qu'il soit d'Épicure, il est peut-être un disciple d'Épicure qui raconte un peu la vie rêvée du maître, ou la mort rêvée du maître, mais peu importe, il paraît banal, en fait. Si vous le lisez comme ça rapidement, vous dites, bon, ouais, ok, il est en train de nous dire, oui, je souffre à l'approche de la mort, mais quand même, je me rappelle des bons moments, donc ça va. Non, il dit quelque chose de beaucoup plus fort. Épicure, il décrit le travail actif de la mémoire qui permet, en convoquant les souvenirs heureux du passé, de contrepeser les malheurs présents. C'est-à-dire de contrebalancer, si vous voulez, la souffrance physique par le rappel des souvenirs heureux dans l'âme. Donc ce texte, si vous voulez, décrit le pouvoir efficace de la mémoire qui parvient à contrebalancer les douleurs du corps en revivant dans l'âme les plaisirs du passé. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que la mémoire active, au fond, pour Épicure, elle permet de rééquilibrer les plaisirs et les peines. Alors, tous ceux qui ont lu ce texte après Cicéron, même jusqu'à Montaigne, n'ont pas arrêté de rigoler en disant « Ah, ça c'est très drôle, ça ne marche pas du tout ». C'est-à-dire, en fait, si on a vraiment très très mal, on peut se rappeler tous les souvenirs heureux qu'on veut, ça ne va rien faire. Hein. Bon, moi, je serais moins sévère que Cicéron ou que Montaigne. Je pense en fait qu'Épicure a toutes les raisons de soutenir ce qu'il soutient, parce que, n'oubliez pas, pour lui, l'âme est un corps. Donc, en un certain sens, le travail de la mémoire, c'est un travail de reconfiguration atomique de mes pensées pour contrebalancer, pour agir à l'intérieur de mon âme et moins souffrir. De ce point de vue-là, il me semble que ce n'est pas absurde de penser que l'âme, grâce à la mémoire, peut agir sur le corps et transformer une souffrance en plaisir. En tout cas, c'est ce qu'il a l'air de dire. Alors voilà, vous voyez finalement ce qui rapproche Platon et Épicure, hein, malgré les différences radicales de leur façon de concevoir le monde et la place qui occupent les humains. Ce qui les rapproche, c'est l'idée que la mémoire ouvre en nous la possibilité d'un travail, d'un effort sur nous-mêmes, grâce auquel on peut non seulement connaître, mais peut-être possiblement mener une vie meilleure. Merci beaucoup.